Donc bonsoir et merci d'être resté après ce très bon exposé de Françoise. Et j'ai tout d'abord à remercier Françoise de m'avoir invité à donner cette présentation. Elle m'a demandé de parler sur la masse manquante dans les galaxies proches. Et j'ai décidé de réduire cela un tout petit peu et de parler en fait de ce qu'on apprend sur cette question en utilisant les informations qu'on obtient à partir des satellites, des galaxies satellites. Donc, galaxies proches. Par cela, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais me restreindre presque entièrement aux galaxies du groupe local. Donc, ce sont les galaxies qui se trouvent dans un volume qui a comme diamètre à peu près 10 millions d'années-lumière et qui est dominé, au moins en termes de composantes visibles, par deux galaxies géantes spirales, notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Ces deux galaxies-là ont leur entourage de galaxies satellites. Il y a aussi quelques galaxies très lointaines, naines, qui font partie de ce groupe, qui est un petit groupe de galaxies sur le bord du superamas local. En total, il y a à peu près une soixantaine d'objets dans ce volume, mais ils ne sont pas tous indiqués, sinon ça ferait un petit peu trop désordonné. Donc, tout d'abord, on va parler sur la Voie lactée. Donc, j'ai voulu, pour commencer, vous montrer cette très jolie image qui a été faite par l'Observatoire européen ESO il y a quelques années. Ils ont demandé à que quelqu'un prise des photos du ciel avec une caméra numérique qu'on trouve dans le commerce à partir sur un site dans le sud et aussi un site dans le nord. Ils ont recollé toutes ces images pour faire cette très belle vue de notre galaxie. Donc les bords ici se recollent. On a une vue complète du ciel dans cette image-là. Et je la trouve surtout jolie parce que si on compare cette vue qu'on a, que nos yeux pourraient obtenir si on était en dehors de la Terre, et on la compare avec des observations qu'on obtient avec nos grands télescopes, des galaxies spirales lointaines, ça devient complètement clair qu'on habite dans une telle structure. C'est un peu comme les photos qu'on a obtenues avec les premières fusées quand les gens ont pris des photos de la Terre, il me semble, à partir de l'espace. Donc, comme vous avez sans doute pas tous l'occasion de penser à des galaxies tous les jours, j'aimerais vous présenter quelques propriétés des galaxies qui m'ont impressionné, ou plutôt qui m'ont beaucoup intéressé quand je les ai entendus la première fois. Donc voilà une galaxie spirale vue par la tranche. Elle comprend à peu près 200 milliards d'étoiles, à peu près 50 milliards de masses solaires pour une galaxie comme la nôtre, en termes de masse stellaire. Et ce sont des structures gigantesques. Donc une telle galaxie a un diamètre d'à peu près 100 000 années-lumière. Donc, quelle serait la densité de cette structure ici? Donc, c'est clair que la masse est gigantesque, mais aussi la taille est gigantesque. Si on pense une façon de réfléchir à cela serait, par exemple, de penser à la densité de surface. Donc, on va prendre toutes ces étoiles-là, on va les écraser, on va les répartir de façon uniforme sur une espèce de crêpe. Quelle serait la densité de cela? Et de façon assez amusante, ça revient exactement à la densité de papier. Donc la prochaine fois que vous tirez, vous prenez un bout de papier dans la main, vous pourrez penser que, c'est un but bien sûr de la galaxie parce qu'on est dedans, mais ça c'est la densité de surface d'une galaxie comme la nôtre. La densité volumique, c'est pour vous donner une idée, c'est à peu près 1 kg dans un cube qui aurait 6500 km de côté. Donc ça, c'est à peu près le rayon de la Terre. Et on peut comparer cela aussi à
à la densité d'énergie dans l'univers, qui revient à peu près 1 kg par cube, qui aurait 450 000 km de côté. Et ça, c'est presque identique à la distance entre la Terre et la Lune. Et la raison pour laquelle on n'est pas dans un tel univers où tout est lisse avec ces densités-là, mais plutôt dans un univers où il y a des galaxies avec ces densités-là, qui sont en fait, ça c'est un facteur de surabondance, d'augmentation de densité d'un facteur de 200, 300 000. C'est à cause, on pense que c'est à cause de la matière noire dont Françoise vient de parler. Donc, d'autres petits faits marquants. Bon, Françoise nous a déjà montré cette jolie figure qui est une vue d'artiste à partir. Ce n'est pas vraiment une vue d'artiste, mais plutôt une reconstruction à partir de plusieurs relevés. Le Soleil, dans ce cas, est ici. Cette structure est une spirale qui tourne avec une vitesse d'à peu près 200 km par seconde. Et cela veut dire qu'une rotation entière de notre galaxie fait à peu près 230 millions d'années. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près un an galactique, on était dans le Trias. Les dinosaures ont disparu il y a à peu près un quart de révolution. Le Soleil et la Terre sont nés il y a à peu près 20 révolutions. Et l'âge de l'univers, avec la galaxie actuelle, serait d'à peu près 60 révolutions. Donc Françoise a expliqué en détail pourquoi on pense qu'il y a de la matière noire dans les galaxies. Et le fait est qu'on voit une courbe de rotation qui reste plate, donc bien au-delà de la partie visible qui contient les étoiles. Donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de masse au-delà des parties visibles des galaxies. Mais j'aimerais regarder un petit peu plus en détail combien de masse il nous faudrait dans notre Voie lactée. Et donc, il y a une première partie de cette question, c'est de savoir combien pèse, combien il y a des masses déjà dans les parties visibles. Et ça, en fait, c'est un problème qui nous a pris peut-être 100 ans à résoudre. C'est extrêmement difficile. Donc, d'abord, on doit détecter les étoiles, on doit mesurer leur distance, et pour les étoiles qu'on a détectées, on doit aussi estimer leur masse. Donc, d'abord, pour la détection au départ, en astrophysique, on est toujours limité par une magnitude, donc on voit jusqu'à une certaine luminosité, et on doit tenir en compte de toutes les populations qui sont trop faibles pour être détectées. En termes de distance, à l'heure actuelle, peut-être le meilleur relevé qui existe pour cela, c'est la date des années 90, donc observation à partir du satellite Hipparcos. Et pour cela, il a observé dans un rayon d'à peu près 500 années-lumière. Et là-dedans, il n'y a que 20 000 étoiles dont les distances sont connues à mieux que 10%. Cette image, et j'aurais dû dire, ici je vous montre les étoiles observées par le satellite Hipparcos en termes sur ce diagramme qui s'appelle couleur-magnitude, qui revient à être température-luminosité. Et c'est exactement la même chose est montrée ici de façon schématique. Et quelques étoiles que peut-être vous voyez mal, mais des étoiles bien connues sont indiquées ici, donc c'est exactement le même diagramme. Donc ici, on a les étoiles, des étoiles naines, des étoiles géantes, et on doit comprendre combien de masse chacune des étoiles a le long de ces séquences. Et cela a été un énorme chantier astrophysique, mais on pense à la fin de tout ce travail de correction et d'analyse que c'est mort la queue, qu'on maîtrise cette partie de l'estimation de la masse visible, et que ce n'est pas ici en fait que se trouve le problème, malgré toutes les incertitudes qu'on pourrait imaginer là, dans ce processus.
En fait, c'est assez gênant, mais la partie la plus problématique est simplement qu'on ne connaît pas notre position dans la galaxie. Donc, bien sûr, toutes les structures ici dans la Voie lactée, on observe depuis le Soleil, ou depuis la Terre. Et ce paramètre ici, R0, qui est la distance du centre de notre galaxie à nous, et la vitesse même du Soleil, sont très mal comprises. Donc, dans une revue récente, Macmillan et Binney ont montré qu'il y a à peu près 30% d'écart dans les résultats des distances, simplement dû au fait qu'il y a des différentes suppositions dans les méthodes. Dans la vitesse, c'est plutôt aux alentours de 40%. Et quand on considère que, bon, ça c'est très grossier, mais que la masse est à peu près proportionnelle à V0 carré R0, on se rend compte que les incertitudes dues simplement à ça sont gigantesques. Donc il y a une très grande incertitude sur la quantité de matière noire, même aux rayons solaires. Mais bien sûr, on sait bien qu'il nous faut à cause des raisons dont Françoise a parlé. Donc, est-ce que la situation est meilleure ailleurs? Donc, on va regarder une autre galaxie, une autre galaxie à disque, la galaxie M33, qui est une satellite de la galaxie d'Andromède. Et cela a été bien étudié. Ici, voici une courbe de rotation qui montre, donc en fonction du rayon, des mesures prises par le biais de mesures Doppler des étoiles, au-delà avec de la ligne d'hydrogène, H1. Et ça semble tout joli, tout propre, jusqu'au point qu'on regarde la distribution du gaz. Donc ici en colorié en dessous, vous avez la distribution du gaz H1 et la couleur dans la vitesse de ce gaz, donnée par un relevé que Patman a fait il y a quelques années. Et vous voyez tout de suite que le gaz H1 n'est pas simplement c'est pas simplement une extension avec des jolis disques tout ronds à partir de la galaxie centrale. Il y a clairement des grandes perturbations ici dans le gaz H1, dues aux interactions sans doute entre cette galaxie et son galaxie hôte, Andromède. Donc, il me semble qu'ici aussi, il y a une grande incertitude sur la distribution de matière. Allons regarder ailleurs. Donc maintenant, on va s'intéresser à la distribution, à la matière noire dans les galaxies satellites de la Voie lactée. Et je vais vous prendre une de ces galaxies comme exemple. C'est une galaxie auquel je me suis intéressé plusieurs fois, la galaxie Draco. Et justement, elle est jolie parce que cette galaxie ici ne semble pas être perturbée par des effets de marée. Donc, elle est toute jolie, toute ronde. Et ici, on a une vue à partir du relevé Sloan de la galaxie de Draco. Donc, ce n'est pas du tout les objets rouges qui sont des artefacts dus à des étoiles brillantes de devant-plan. Mais en fait, cette galaxie que vous voyez à peine se trouve à peu près ici. Ce n'est pas du tout étonnant que c'est difficile à voir. En fait, cette galaxie contient à peu près 200 000 luminosités solaires et fait à peu près 1 millionième de notre galaxie. Et comme celle-ci, il y a plusieurs autres qui sont indiquées ici autour de la Voie lactée en rouge. Donc, comment est-ce qu'on va essayer de mesurer la masse de cet objet? En fait, c'est problématique parce que contrairement aux grandes galaxies où on a pu mesurer la masse en utilisant la rotation de la structure, ici, les étoiles, en fait, ne tournent pas de façon simple. Ils vont dans tous les sens. Donc, il y a une espèce de mouvement, une espèce de température. En fait, c'est une espèce de chauffage d'étoiles qui vont dans tous les sens.
Et on pourrait imaginer dans cette situation d'ajouter un petit peu plus de masse dans le centre de cette galaxie. Qu'est-ce qui se passerait? Bon, cette structure, en fait, les étoiles se compacteraient et les vitesses augmenteraient dans cette situation-là. Et c'est exactement cet effet-là qui est encodé dans cette équation dite de Jeans, qui est l'équation fondamentale de la dynamique stellaire. Je ne vais pas entrer dans grand détail, sauf de dire que sur un côté, on a la masse qui se trouve dans la galaxie, et sur l'autre côté, il y a la densité, une espèce de chaleur dans la direction radiale vers le centre de la galaxie naine, et une chaleur dans la direction tangentielle à cela, donc perpendiculaire à la direction radiale. Et le côté important à voir ici, c'est que ce qu'on veut mesurer, c'est le profil de masse, et ce dont il nous faut, ce sont trois profils. On doit savoir le profil de densité et le profil de chaleur dans la direction radiale et dans la direction azimutale. Donc, en fait, en réalité, toutes les galaxies qu'on observe, à part la Voie lactée, sont des espèces de systèmes pour lesquels on a de l'information simplement projetée. Ça veut dire qu'entre cette étoile ici, par exemple, et cette étoile là-bas, ils paraissent comme s'ils étaient exactement à la même distance. On ne sait pas s'ils sont devant ou derrière le centre de cette galaxie. Et ce qui est encore pire, on mesure simplement les vitesses par le fait Doppler qui sont le long de la ligne de visée. Donc on a perdu complètement l'information des mouvements perpendiculaires. Donc en fait, ça nous donne que deux profils qu'on peut observer, c'est-à-dire la densité projetée et ce mouvement aussi projeté. Donc en fait, ça veut dire que l'équation ici, même si elle est, bon, en fait, elle n'est pas assez contrainte, donc ça nous force à faire des suppositions. Et souvent, ce que les gens font, c'est de dire, ah bon, la chaleur dans la direction radiale va être identique à la chaleur dans la direction perpendiculaire. Donc la chaleur est isotrope. Et si on fait cela, on trouve une masse totale, y compris la matière noire, sur masse d'étoiles, aux alentours de 500 pour cette galaxie naine. Et c'est similaire avec dans les autres naines sphéroïdales autour de notre galaxie. Mais j'ai trouvé que si on laisse toute liberté au rapport entre ces deux chaleurs, on peut descendre cette quantité aux alentours des 10 à 20 pour la galaxie de Draco. Donc ça veut dire qu'il me semble qu'il y a aussi une très grande incertitude sur la quantité de matière noire dans ces galaxies naines sphéroïdales. Mais la situation n'est pas complètement sombre, et j'aimerais vous dire quelques mots sur ce que je pense qui va venir dans les années, peut-être moins de 10 ans, j'espère. Et ici, je vous montre une petite simulation où j'ai mis une boule d'étoiles similaire à ce qu'on pense qui était le progéniteur d'une galaxie naine qui s'appelle la galaxie naine du Sagittaire, que j'ai découvert il y a quelques années. Et donc, cette galaxie ici ce modèle est en train de se balader dans un modèle de la distribution de masse de la Voie lactée. Et elle part de ce point initial. Il y a des accélérations qui sont plus fortes sur le côté qui est plus près de la galaxie haute que sur l'autre. Et ça donne effet à des forces de marée qui déchirent la galaxie naine et qui laissent des grandes traînées d'étoiles partout autour de la galaxie haute. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on change la distribution de masse dans la Voie lactée, ou dans le modèle de galaxie ici, la position et les vitesses de toutes ces étoiles vont changer.
Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà détecté plusieurs traînées d'étoiles qui entourent complètement notre galaxie. C'est presque identique à ces simulations. Et dans les années à venir, en fait, on va pouvoir les mesurer très bien. Et à mon avis, ça, c'est à peu près le seul moyen fiable de mesurer la distribution de masse à grande distance autour des galaxies, en particulier autour de la nôtre. Et c'est là, donc, l'espoir est vraiment dû à un lancement d'une nouvelle mission qui a été faite en 2013. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous montrer la région du ciel autour du Soleil. Et donc ici, voilà la même image de la Voie lactée. On imagine émettre le Soleil ici. Et à l'heure actuelle, les distances des étoiles qui sont connues à mieux que 10% se trouvent dans une petite région ici de rayons à peu près de 500 années-lumière. Mais depuis 2013, cette sonde qui s'appelle Gaia est en train de faire un relevé du ciel. Et à la fin de sa mission, d'ici à peu près 6 ans, on aura des distances précises à 10% jusqu'à cette distance d'à peu près 30 000 années-lumière qui va au-delà du centre de notre galaxie. Et en termes des mouvements, parce que cet engin va aussi mesurer le mouvement perpendiculaire des étoiles dans notre galaxie. Ces mouvements vont aller jusqu'à peu près 60 000 années-lumière avec une précision d'1 km par seconde. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la vitesse de rotation de notre galaxie est d'à peu près 200 km par seconde. Donc, même c'est une très très belle précision à cette énorme distance. Donc, je pense d'ici à peu près à 2022, nous aurons enfin une très très bonne mesure de la distribution de la matière noire dans toute la galaxie. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, on a du mal vraiment à mettre des contraintes très fortes sur la distribution, la quantité de matière noire qu'il y a dans les galaxies très proches. Mais je pense que ça vaut la peine aussi de réfléchir, de voir ce que les théories nous donnent eux-mêmes. Donc, ici, je vous montre la distribution du fond diffus cosmologique issu du satellite Planck. Et ça nous montre les fluctuations de l'univers à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Et à cette époque-là, ces petites taches rouges et noires nous donnent des mesures de température qui reviennent à être des mesures de densité. Et en fait, cette carte est très, très, très homogène, à peu près d'un part en 100 000, à peu près. Et comme on a vu tout au début de l'exposé, j'avais dit plutôt qu'à l'heure actuelle, c'est le contraire. C'est à peu près, au lieu d'être 1 sur 100 000, les rapports de densité sont à peu près inverses. Donc la question, c'est comment est-ce qu'en partant de l'univers homogène 400 000 ans après le Big Bang, on arrive à l'heure actuelle à des objets comme des galaxies, comme la Voie lactée. Et cela a été un énorme chantier aussi dans notre domaine. Et ça a été abordé par le biais de simulations numériques. Donc ici, il nous montre, cette simulation illustrice nous montre une boîte de taille 35 000 années-lumière, 35 millions d'années-lumière. Et donc ce volume ici est à peu près 100 fois plus grand que la taille du groupe local. Donc quelque chose comme la Voie lactée et la galaxie d'Andromède serait peut-être un petit bout de l'univers à peu près de cette taille-là. Et donc à partir de cette distribution initiale qui était lisse,
en fait, ici, on a vu qu'on a dû mettre de l'énergie noire et de la matière noire pour causer le collapse de ces populations et pour former des grandes structures telles que les galaxies. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Non, je ne peux pas avancer. Donc, en fait, ici, ces simulations sont vraiment peut-être les meilleures simulations actuelles de pointe. Mais même ainsi, on ne peut pas résoudre les structures les plus petites qui nous intéressent, c'est-à-dire les petites galaxies naines qui entourent les grandes galaxies comme la Voie lactée. Pour arriver à cela, les collègues ont dû plutôt faire des simulations de beaucoup plus haute résolution en n'utilisant que de la matière noire. Mais comme elle domine, on pense que ce n'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est la simulation cosmologique Aquarius. Et pour vous donner une idée de la taille de la boîte ici, j'ai mis une image de la galaxie d'Andromède ici au centre. Et je pense que peut-être que vous trouvez ça très étonnant, mais une chose qui est claire ici, c'est qu'il y a des dizaines de milliers des petites galaxies naines, des petits satellites de matière noire qui se baladent autour de la région centrale de cette galaxie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'observe absolument pas. Même s'il y a ces milliers ou dizaines de milliers de structures qui ont des masses supérieures à peu près 10 millions de masses solaires, on n'observe que quelques dizaines de satellites autour de notre galaxie. Et cela a été un grand problème dans le domaine pendant quelques années. Mais maintenant, on pense qu'on a plutôt résolu. Et c'est la différence. En fait, on pense que ces structures sont là, mais que la plupart d'entre elles n'ont aucune étoile. Et ça, c'est simplement dû au fait que lorsque les premières étoiles se sont formées dans l'univers, ils ont balayé le gaz des petites structures. Et donc, ce qui reste sont des structures complètement invisibles. Il n'y a que ceux qui avaient une masse assez importante au départ qui ont pu garder des étoiles. Donc ça c'est très bien. Mais il y a aussi quelques prédictions de ce modèle. En particulier, on trouve que la distribution des objets qui ont resté à l'heure actuelle devrait être approximativement sphérique et la distribution de vitesse c'est-à-dire la distribution de vitesse des satellites qui ont des étoiles devrait être à peu près aléatoire. Mais comme il y a seulement un petit nombre de ces satellites, des fois, on peut trouver des structures aplaties. Mais ça devrait être assez rare, et comme les mouvements sont aléatoires, ça devrait aussi être transitoire. Donc c'est surtout là-dessus que maintenant j'aimerais, dans les dernières minutes qui me restent de cet exposé, j'aimerais changer de vitesse et vous parler de quelques travaux qu'on a fait récemment pour essayer de voir justement si cela tient la route. Donc, on a connu maintenant depuis à peu près 40 ans que la Voie lactée, que les satellites de la Voie lactée semblent être distribués sur un grand cercle sur le ciel. Ça a été remarqué par Lyndon Bell il y a longtemps. Et Pavel Krupa et ses collaborateurs à l'université de Bonn ont étudié cela en détail. Et en particulier, ils ont remarqué que, si on met ici la Voie lactée, donc ça donne une vue sur une structure qu'ils ont appelée le disk satellites. Donc les satellites semblent être confinés à un plan.
il y a eu aussi plusieurs personnes qui ont proposé des solutions à ce problème. Essentiellement, les solutions qui ont été proposées étaient de dire que les satellites de notre Voie lactée ont arrivé comme dans un petit amas, tous ensemble, et ça donne naturellement lieu ça donnait naturellement lieu à cette structure planaire. Mais en général, ça a été assez difficile de quantifier cette idée dans la Voie lactée, simplement dû au fait que jusqu'à là, les recensements du ciel ne sont pas vraiment très homogènes. On a observé très bien l'hémisphère nord, mais l'hémisphère sud est encore mal couvert. Il y a aussi les parties qui sont près du disque de la Voie lactée, qui sont, en fait, les régions ici en gris clair ne sont pas très bien contraintes non plus. Donc, on s'est rendu compte que ça serait beaucoup mieux d'aller faire ce type d'analyse autour de la galaxie d'Andromède. Donc, la galaxie d'Andromède se trouve ici. On va zoomer là-dessus. Et en fait, je vous ai déjà montré cette galaxie. On la voit déjà dans cette image réelle. C'est ce petit objet-là. On va zoomer là-dessus aussi. C'est une structure qui a une taille d'à peu près 2 degrés sur le ciel, donc ça fait la même chose que le doigt à la distance d'un bras. La distance de cet objet est d'à peu près 2,3 millions d'années-lumière. Et on a décidé depuis 10 ans, on a étudié la galaxie d'Andromède en utilisant le télescope national Canada-France-Hawaï. Et justement pour essayer de voir ce qui existe autour de la partie classique de la galaxie. Et on a sondé une énorme région ici qui, à peu près à la distance de M31, correspond à 1 million d'années-lumière de diamètre. Et à part les jolies traînées d'étoiles qu'on va pouvoir utiliser de la même façon que je vous ai montré avant, on a aussi détecté un grand nombre de galaxies satellites. Donc les galaxies satellites connues avant sont montrées ici en rouge, et après ceux qui ont été détectés pendant notre relevé sont indiqués en vert. Et donc, on a pu mesurer la distance, les positions, la distance aux satellites, et aussi on a mesuré leur masse. Et cela nous a laissé mettre en évidence qu'il y a un plan préférentiel qui contient à peu près 50% des satellites, qui est montré ici en fait en rouge. Et ce plan a des rapports d'axe d'à peu près 1/12. Et quelque chose qui est très remarquable là-dessus va être montré dans quelques secondes. Mais en fait, les satellites qui sont au nord d'M31 s'éloignent de nous, et ceux qui sont dans le sud, ils s'approchent à nous. Donc cela suggère une espèce de rotation. Ici, on le voit aussi. Donc ils s'éloignent vers le nord, ils s'approchent du sud. Et ils sont presque parfaitement alignés par rapport à la Voie lactée. Donc l'alignement spatial et aussi cinématique donne une significance d'à peu près 5 sigma. Donc ça montre clairement que de tels objets, de telles structures existent, même si dans les simulations, ils sont très difficiles à trouver. Donc, on pense que la Voie lactée contient une telle structure. Andromède, la galaxie d'Andromède contient une. Est-ce que peut-être le groupe local est une structure un peu atypique? Peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et pour répondre à cette question-là, on a essayé de regarder un petit peu plus loin. Oups. Pardon. On a décidé d'utiliser le relevé Sloan, qui est en fait, c'est le relevé le plus complet qui existe à l'heure actuelle
de galaxies. Ça couvre à peu près un quart du ciel, mais le problème, c'est que seulement les satellites les plus brillants peuvent être observés. Ici, par exemple, on peut imaginer d'essayer de trouver les satellites autour de cette galaxie ici. Et bon, peut-être que celle-ci serait une ou celle-là serait une autre. Mais c'est clair qu'on ne va pas détecter des satellites qui sont 1/1000e de la brillance de cette galaxie haute, comme la galaxie de Draco. Donc, en fait, c'est là est le problème fondamental. On ne va pas vraiment avoir accès à la même richesse d'informations comme on a dans la Voie lactée ou dans la galaxie d'Andromède. Mais peut-être que de temps en temps, on va trouver des systèmes qui contiennent 2 galaxies satellites brillantes. Et notre idée était, bon, quelle serait la signature d'une telle structure? Et après coup, c'est complètement évident. Si on a une galaxie haute avec une structure planaire en rotation autour d'elle, des galaxies sur des côtés opposés auront des vitesses anticorrélées. C'est si simple que ça. Et donc, on a essayé de mettre ce test en route. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est surtout avoir des systèmes planaires qui sont vus par la tranche, parce que là, l'effet va être plus fort. Et donc, notre idée était simplement celle-ci. Donc, on va essayer de trouver des galaxies hautes qui ont 2 satellites. Et s'ils sont parfaitement opposés, on aura une meilleure probabilité que ces structures-là vont être vues par la tranche. Mais on veut aussi introduire la possibilité, il y aura très très peu de ces objets, donc au lieu de dire qu'ils doivent être parfaitement opposés, on va laisser la possibilité qu'il y ait un certain décalage par rapport à cette position, à cet axe. Donc on va introduire cet angle de tolérance. Je ne sais pas pourquoi. Et la statistique qu'on va faire va être super simple. On va simplement compter le nombre de paires de satellites qui ont soit des vitesses qui viennent vers nous ou s'éloignent vers nous, comparé à ceux dont les vitesses vont dans des directions opposées. S'ils vont dans des directions opposées, ils sont cohérents avec la possibilité qu'ils ont une rotation commune. Et qu'est-ce qu'on s'attend dans cette situation-là? Donc on va imaginer un système super simple où on met la moitié des satellites sur une population complètement isotrope et la moitié dans un espèce de disque en rotation. Et on va regarder ça d'angles aléatoires, parce que, bien sûr, par rapport à nous, on n'est pas dans une position privilégiée dans l'univers. Donc, c'est là, ce qu'on voit, c'est en fait, avec ce modèle simple, c'est cette distribution ici en vert. Donc, cela nous montre le rapport des paires des galaxies satellites anticorrélées sur corrélées. Donc, on devrait voir pour des angles ici petits un grand nombre de paires anticorrélées, et ça devrait descendre avec cet angle alpha. Tant que, si les simulations cosmologiques ont raison, en fait, il n'y a pas de telles structures dans les simulations cosmologiques, telles que la simulation de Millennium, et ça donne en fait un rapport de anticorrélé sur corrélé de 1. Donc maintenant, qu'est-ce que la réalité fait? Donc ça, c'est le relevé Sloan dont je vous ai parlé. Et ici, le même rapport de paires de satellites anticorrélés sur corrélés. Et en fait, on voit exactement ce que le modèle simple prédit, qu'il y a en fait une surabondance de paires de satellites avec des vitesses anticorrélées. Et cela est donc
pour des paires de satellites qui sont diamétralement opposés par rapport à leur hôte, ils ont des vitesses préférentiellement anticorrélées. Et ça, c'est en désaccord avec la simulation Millennium 2, mais cohérent avec le même type de structure qu'on a trouvé autour de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde maintenant la distribution de ces satellites par rapport à la distribution de masse à plus grande échelle, on peut simplement prendre l'axe entre les deux satellites et le rectifier et afficher les galaxies qui sont aux alentours sur le même graphique. C'est ça qu'on a fait ici. Et en particulier, vous voyez que c'est élongé ici. Oh, pardon, allongé dans cette direction ici. Et si, en fait, je montre la même chose dans ce diagramme ici, où l'angle qui est donné ici en bas et cet angle ici. Et en fait, il y a une détection d'à peu près 7 sigma que les galaxies satellites connaissent la structure à plus grande échelle. Donc, ils sont alignés dans des espèces de filaments à très grande échelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les simulations cosmologiques, ni aussi avec les systèmes où les paires ont des vitesses corrélées. Donc maintenant, je finis ici avec mes conclusions. Donc je pense que dans toutes les galaxies, presque toutes les galaxies proches, on a des bonnes indications que la matière noire existe est présente dans ces objets. Mais à l'heure actuelle, c'est assez difficile de quantifier très précisément cela. Mais si on suppose que cette masse manquante est constituée de ce qu'on appelle la matière noire froide, on s'attend à que les galaxies comme la nôtre aient des dizaines de milliers de petits satellites qui sont complètement invisibles, à part quelques-unes qui étaient les objets les plus massifs vraiment dans les premières quelques milliards d'années après le Big Bang. Et dans la dernière partie de l'exposé, je vous ai montré nos nouveaux travaux où on a mis en évidence l'existence d'alignements de galaxies satellites qui existent autour de notre galaxie, autour de la galaxie d'Andromède, et ils semblent aussi être répandus dans l'univers. Et cela signifie qu'une fraction significative de petites galaxies se sont formées ensemble, en fait. Et ils n'ont pas été des objets faits de façon indépendante. Et pour l'instant, ça c'est quelque chose que nous ne voyons pas dans les simulations cosmologiques. Donc il est possible qu'il nous manque encore un ingrédient physique dans les simulations. Merci.